Passons maintenant à l'analyse des facteurs communs, en commençant par la définir, avoir un aperçu du modèle avant de le mettre en pratique à l'aide des logiciels SPSS et M+. L'analyse des facteurs communs, appelée encore analyse factorielle exploratoire en général, relève de ce qu'on appelle les modèles linéaires avec variables latentes, dans la mesure où ici on cherche à mettre en évidence la structure latente qui se cache derrière les corrélations entre les variables. En particulier, contrairement à l'analyse en composantes principales, l'analyse des facteurs communs cherche à analyser la variance qui est commune aux variables observées de façon à extraire ici non des composantes mais des facteurs communs, l'idée étant de modéliser les erreurs de mesure. De telle sorte qu'une telle technique est souvent appelée technique des psychologues parce que souvent les psychologues cherchent effectivement au-delà de résumer des données de variables observées à mettre en évidence ce qui se cache derrière l'interdépendance entre de telles variables, si bien qu'on parle effectivement de la technique des psychologues. Alors on va s'intéresser toujours à notre problème de recherche précédent, à l'effet effectivement d'aller à la recherche et d'interpréter les facteurs communs ici qui résument l'information contenue dans nos 6 variables. Alors ici, on fait saturer nos 6 variables observées sur un facteur 1, mais aussi sur un facteur 2. En l'occurrence, l'idée est que certaines variables observées saturent seulement sur le facteur 1 et que d'autres variables observées saturent plutôt sur le facteur 2. Si c'est ainsi, nous obtiendrions une solution factorielle à 2 facteurs. Étant entendu qu'ici, on a voulu simplifier la situation en considérant seulement 2 facteurs. Ce qui est intéressant avec l'analyse des facteurs communs comparativement à l'analyse en composantes principales, c'est qu'elle considère les erreurs de mesure. Pourquoi? Parce qu'ici, on décompose, explique seulement la variance qui est commune entre nos 6 variables d'intérêt. De telle sorte qu'ici, nous avons un modèle sans restriction puisque chacune des variables observées est libre de saturer sur un facteur ou sur un autre. En l'occurrence, ici, nous aurions 12 coefficients de saturation, autrement dit 6 fois 2. Voilà comment se présente le modèle factoriel exploratoire, étant entendu qu'on peut corréler les 2 facteurs, on parle de rotation oblique, ou bien les rendre indépendants l'un de l'autre, on parlerait de rotation orthogonale. Alors on va y aller, on va sortir les résultats à l'aide des SPSS. Étant entendu, pour ce qui est de la validation de la solution obtenue, les résultats sont similaires. Ici, vous avez la matrice de corrélation qui inclut quelques corrélations substantielles. Et dans l'ensemble, on l'avait déjà vu, la qualité de corrélation est bonne, puisqu'effectivement, l'indice caméo est de 0,75. Et dans l'ensemble, les corrélations sont statistiquement significatives. Et donc, aucun changement jusque-là. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on analyse les valeurs propres initiales? Eh bien là aussi, pas de changement par rapport aux résultats de l'analyse en composantes principales. Donc nous retrouvons les 6 dimensions qui maintenant sont appelées des facteurs. Donc c'est peut-être le changement minime qu'on observe ici, c'est un changement de terminologie. Donc ici, on ne parle plus de composantes principales, on parle de facteurs. Donc ici, on a 6 facteurs et par conséquent, on a autant de facteurs que de variables. 6 variables et donc 6 facteurs. Et à chacun des facteurs associés une valeur propre. Par exemple, 2,55 pour le facteur 1, 1,021 pour le facteur 2, soit les mêmes valeurs propres que nous avions dans le cadre d'analyse en composantes principales. De même, les variances ne changent pas. Précisément, le facteur 1
va aller chercher 42,54% de la variance dans les données et le facteur 2, 17% de la variance dans les données. Selon les valeurs propres initiales, le nombre optimal de facteurs est 2. Et donc, pas de changement jusque-là. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on considère la variance qui est commune aux variables? Eh bien, on voit bien que la valeur propre du facteur 1 passe de 2,55 à 2,033. La valeur propre du facteur 2 de 1,021 à 0,415. Et donc, on voit bien que les valeurs propres diminuent lorsqu'on considère la variance commune. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'on retire la variance qui est spécifique à chacune des variables, la variance analysée diminue et par conséquent, les valeurs propres diminuent. Et après rotation de la solution factorielle, voilà comment effectivement ces valeurs propres calculées sur la base de la variance commune sont ainsi réparties. De manière générale, ces valeurs propres sont nouvellement obtenues sur la base de la variance commune aux variables, mais aussi sont calculées comme étant la somme du carré des coefficients de saturation qui eux-mêmes sont calculés sur la base de la variance commune. Et par conséquent, le premier changement notable qu'on observe, c'est au niveau des valeurs propres. Ensuite, qu'en est-il lorsqu'on interprète les deux facteurs? En particulier, vous avez ici la matrice des facteurs avant rotation. Le même problème apparaît que celui qu'on avait observé dans le cas de l'analyse en composante principale. C'est qu'effectivement, ici, on voit non seulement des coefficients négatifs, difficiles à interpréter, mais certaines variables ne saturent pas de façon convaincante sur un facteur plutôt qu'un autre facteur. Donc, difficile dans ce cas d'interpréter de façon optimale la solution factorielle ainsi présentée. Étant entendu qu'ici, les coefficients de saturation changent tout naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont calculés sur la base de la variance commune et non sur la base de toute la variance dans les données, comme dans le cas de l'analyse en composante principale. Il faut donc trouver un moyen, effectivement, de rendre l'interprétation plus aisée. Et bien, pour ce faire, il faut faire la rotation. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici au niveau de cette matrice des facteurs. Donc, j'ai fait une rotation oblique de telle sorte que les facteurs soient indépendants l'un de l'autre. Et voilà comment se présentent maintenant les résultats. Donc, assez clairement, nous avons deux variables qui saturent nettement sur le facteur 1, colère et cri, et trois autres variables qui saturent plutôt sur le facteur 2. Étant entendu qu'il y a une variable agresse qui sature un peu plus sur le facteur 1, mais aussi sature de façon non négligeable sur le facteur 2. Donc on a l'impression qu'agresse effectivement a du mal à saturer de façon convaincante sur l'un des deux facteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement agresse partage une variance non négligeable avec ses autres variables, autrement dit avec illégal, vol, destruction, même si cette variable se rapproche plus des autres variables de type colère, cri. Et bien voilà un deuxième changement notable qu'on observe à la suite de l'analyse des facteurs communs. C'est qu'effectivement une variable observée ne sature plus sur la dimension 1, mais plutôt s'intercale entre les deux. Étant entendu qu'en général, il faut une différence d'environ 0,30 pour pouvoir obtenir une saturation convaincante. Ici, la différence entre 0,48 et 0,40 n'étant pas de moins 0,30, est donc difficile d'avoir une discrimination assez importante. Il est possible de représenter les coefficients de saturation ainsi que les deux facteurs qui leur sont associés et les variables observées sur un plan à deux dimensions, de telle sorte qu'on obtient ici le facteur 1 et le facteur 2. Donc clairement, les variables colère et cri saturent sur le facteur 1, alors que les variables illégales, vol, destruction saturent plutôt sur le facteur 2. Étant entendu qu'agresse s'intercale un peu entre les deux facteurs, même si agresse est davantage proche
du facteur 1, en tout cas davantage corrélé au facteur 1 qu'au facteur 2. Et donc il reste qu'effectivement, cette variable observée ne s'attire pas de façon convaincante sur l'un des facteurs. Ici aussi, on voit apparaître deux dimensions en termes de facteurs maintenant, agressivité d'un côté et délinquance de l'autre, sauf que ici, agresse a du mal à saturer sur un facteur plutôt qu'un autre. Dans le cas de l'analyse en composante principale, nous avions obtenu ce tableau traduisant les qualités de représentation des données. Donc on avait vu effectivement que l'analyse en composante principale considérait décomposer toute la variance dans les variables. Autrement dit, on considère chaque variance des variables observées. Ici, en particulier, dans le cas de l'analyse des facteurs communs, ce n'est pas le cas. Ici, on considère seulement la variance qui est commune aux variables. Ici, on ne voit plus apparaître les variances totales, mais les variances communes. En particulier, CRI partage une variance de 0,44 avec les autres, Colère une variance commune de 0,46 avec les autres variables, Agresse une variance commune de 0,31 avec les autres variables, Illégal partage une variance commune de 0,14 avec les autres variables, Vol 0,16 avec les autres variables, Destruction 0,14 avec les autres variables. Voilà un troisième élément de différence notable entre les deux techniques. De même, dans le cas de l'analyse en composante principale, les variances ou communalités sont extraites de toute la variance dans les données, alors que dans le cas de l'analyse des facteurs communs, les variances sont extraites de la variance commune. En l'occurrence, la solution à deux facteurs extrait 0,66% de la variance commune de CRI avec les autres, autrement dit de 0,44. La solution à deux facteurs extrait 0,67% de la variance commune de Colère avec les autres, soit 0,46. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces variances ou communalités sont extraites non à partir de la variance totale de CRI, mais à partir de la variance commune entre CRI et les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que sont les communalités dans le cas de l'analyse des facteurs communs. Et ce qui est intéressant en particulier, c'est qu'à partir des communalités, on peut avoir une idée des erreurs de mesure. En particulier, ici, 0,61, c'est ce qui est expliqué par la solution à deux facteurs. Le complément pour donner 1, autrement dit 0,39, représente l'erreur de mesure de cette variable. De même, 22%, c'est la variance expliquée par la solution à deux facteurs. Et bien, le complément pour donner 1, autrement dit 78, réfère à l'erreur de mesure. Et donc, justement, puisqu'en analyse des facteurs communs, on modélise de telles erreurs de mesure, eh bien, il est possible d'utiliser le logiciel de modélisation statistique M+, de façon à ajuster un tel modèle aux données, étant entendu qu'M+ repose par défaut sur l'estimateur du maximum des vraisemblances. Et donc, on parle précisément d'analyse factorielle exploratoire, en particulier lorsqu'on utilise le logiciel M+. Voilà comment se présente la syntaxe qui permet d'estimer le modèle d'analyse factorielle exploratoire. Évidemment, on peut mettre un titre pour contextualiser les différentes analyses. On va garder l'option listwise de façon à rendre comparables les résultats d'M+ à ceux des SPSS. La liste des variables utilisées, autrement dit nos 6 variables observées d'intérêt. Et vous avez ici la commande qui permet effectivement d'estimer un modèle d'analyse factorielle exploratoire. Donc 1 comme étant un nombre de facteurs minimal, 3 un nombre de facteurs maximal. Alors ici on va simplifier en prenant 3 comme nombre de facteurs maximal. La rotation, c'est une rotation varimax, autrement dit on va orthogonaliser les facteurs de la solution optimale, étant entendu qu'on peut sortir les statistiques descriptives. Voilà un peu la syntaxe qui permet de spécifier le modèle factoriel exploratoire. Alors on clique sur Run et on obtient ces résultats. En particulier ici,
vous avez la solution à un facteur dont le qui-carré est de 87,15 et qui s'avère strictement significatif. Donc c'est le signe que ce modèle à un facteur n'est pas intéressant. Qu'en est-il de la solution à deux facteurs? Donc le qui-carré diminue à 7,39 et ne s'avère plus significatif strictement parlant. Donc c'est un modèle intéressant. On continue. Le modèle à trois facteurs est par contre strictement significatif. Et donc clairement, le modèle à deux facteurs est le modèle qui s'ajuste le mieux aux données. Et on peut en avoir la confirmation ici. Le logiciel compare le modèle à un facteur avec le modèle à deux facteurs. Et ça s'avère strictement significatif. Chaque fois que c'est ainsi, il faut continuer. Et donc comparer le modèle à trois facteurs au modèle à deux facteurs pour se rendre compte, par exemple ici, qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et s'il n'y a pas de différence entre deux modèles, eh bien on prend le modèle le plus parcimonieux. Ici, le modèle le plus parcimonieux, c'est le modèle avec deux facteurs. Et donc dans les deux situations, on se rend compte que la solution à deux facteurs est la solution optimale, étant entendu qu'ici, nous retrouvons les valeurs propres. Et bien sûr, ce sont les mêmes valeurs propres que ceux que nous avions initialement avec SPSS, mais aussi, en plus, nous récapitule les différentes informations concernant la solution à deux facteurs, donc qui est la solution retenue. Ici, on se rend compte que le modèle s'ajuste bien aux données. Le qui-carré n'est pas strictement significatif. Le RMCA est de 0,03 et n'est pas strictement significatif. Et par conséquent, le modèle à deux facteurs s'ajuste bien aux données et le logiciel nous présente tout naturellement les coefficients de saturation obtenus à la suite de la rotation Varimax. Alors comparons ces coefficients de saturation avec ceux des SPSS, mais avec la méthode de factorisation en axes principaux, autrement dit de factorisation en axes communs. On voit bien qu'il y a des différences entre les coefficients de saturation. Par exemple, pour CLI, on a un coefficient de saturation de 0,75 par rapport au facteur 1 pour ce qui est de M+, et pour toujours CLI, on a plutôt un coefficient de 0,75 pour le facteur 1 lorsqu'on considère les résultats des SPSS, en tout cas pour ce qui est de la méthode d'extraction des axes principaux. Alors, on va quand même obtenir des résultats des SPSS comparables à M+. Pour ce faire, il faut changer des méthodes d'extraction. Eh bien, on va utiliser le maximum de vraisemblance, puisque c'est la méthode qui utilise M+ par défaut. On va utiliser la même méthode d'extraction pour pouvoir extraire les facteurs sur la base de la variance commune partagée par les 6 variables d'intérêt. Et donc, on se rend compte que les résultats sont parfaitement similaires. En particulier, on a Euler qui sature avec un coefficient de 0,186 sur le facteur 1. Et ici, on a le même coefficient avec les sorties d'SPSS. Donc, aussi longtemps qu'on considère le même estimateur que M+, autrement dit le maximum de vraisemblance, eh bien SPSS donne les mêmes résultats que M+, étant entendu qu'ici, vous avez les erreurs de mesure qu'on avait estimées tout à l'heure dans SPSS. M+ ne sort pas de diagramme, à date en tout cas, pour ce qui est de la représentation schématique du modèle, mais on peut le faire à la main, nous-mêmes, en l'occurrence en se servant des coefficients de saturation. On voit bien que illégal, vol, destruction sature surtout sur délinquance, comparativement à CLI, colère, agresse qui sature surtout sur agressivité, soit le facteur 1, délinquance, le facteur 2. Eh bien, si nous élevons au carré le coefficient de saturation et qu'on les additionne, bien sûr, on obtient les variances expliquées ou les communalités. 1 moins les variances expliquées, on obtient les variances résiduelles qu'on peut représenter sur le schéma. Voilà comment construire le diagramme du modèle factoriel exploratoire. Étant entendu, comme dans le cas d'analyse en composantes principales, ici aussi on peut sortir les scores factoriels. Donc on ne parle plus de scores composites, on parle plutôt de scores factoriels, puisque c'est des scores qui sont obtenus sur la base de la variance commune aux variables. Et il est possible effectivement de sauvegarder les scores factoriels
qui se calculent comme les scores composites et ainsi procéder à des analyses subséquentes. Eh bien, autant les sociologues ont souvent tendance à procéder à une analyse de régression dans laquelle ils incluent des composantes principales comme prédicteurs, composantes principales qu'on aura fini d'orthogonaliser, et bien autant les psychologues en général, après avoir utilisé l'analyse factorielle exploratoire, vont procéder à des comparaisons de moyennes de façon à comparer des groupes eu égard aux facteurs qui sont obtenus, du moins c'est par tradition que ça fonctionne ainsi. Et donc on peut ici comparer les gars et les filles selon nos deux facteurs. C'est ce que j'ai fait ici. En l'occurrence, on voit bien qu'il ne semble pas y avoir une grande différence entre filles et gars pour ce qui est du facteur 1, agressivité. Par contre, pour ce qui est du facteur 2, délinquance, il semble y avoir une différence substantielle entre filles et gars. Puisqu'effectivement, on se rend compte que chez les filles, les scores en termes de délinquance sont plutôt faibles, comparativement chez les gars où les scores de délinquance sont plutôt élevés. Donc on a l'impression que les gars sont plus délinquants que les filles, mais qu'en matière d'agressivité, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Eh bien, pour en avoir le cœur net ou l'esprit clair, on va procéder à une ANOVA simple. On aurait pu aussi utiliser un test T. Alors ici, j'ai choisi l'ANOVA de façon à surtout obtenir les états carrés automatiquement. Donc ici, effectivement, on se rend compte que il y a une différence entre gars et filles significative, en tout cas pour ce qui est du facteur 2, autrement dit délinquance. Par contre, pour ce qui est du facteur 1, agressivité, il n'y a pas de différence significative entre gars et filles. Voilà comment procéder à des comparaisons de moyenne à partir des scores factoriels des facteurs de la solution retenue. Finalement, on se rend compte que SPSS donne des résultats similaires à M+, du moins si on considère le maximum de vraisemblance comme méthode d'extraction des facteurs. Et pour cette raison, SPSS faisant le travail, il n'est peut-être pas très nécessaire d'utiliser M+, lorsqu'on procède à l'analyse factorielle exploratoire. Par contre, l'avantage de M+, dans ce cas, est de pouvoir aider à produire des indices d'ajustement qui vont aider à maximiser la capacité à généraliser la solution factorielle à la population, mais aussi la possibilité de comparer des différents modèles. Sinon, on peut se contenter véritablement d'SPSS lorsqu'on procède à l'analyse factorielle exploratoire. Le potentiel d'un plus va surtout apparaître lorsqu'on veut valider, confirmer une structure factorielle bien établie de façon empirique ou théorique, et ce, à l'aide de l'analyse factorielle confirmatoire.